Bonjour à toutes et à tous. Nous passons notre deuxième journée dans l'espace conférence de Végétalis. Donc à chaque fois, nous avons une thématique par demi-journée. Donc ce matin, nous allons parler des conditions, on va dire, comment continuer à produire et à protéger mes cultures à l'horizon 2030. Aujourd'hui, on va explorer les défis que rencontrent les agriculteurs face aux restrictions croissantes de certaines molécules, les opportunités qui sont apportées par les innovations technologiques et les évolutions des pratiques qui permettent de préserver les sols. Donc on discutera de tout ça. Nous chercherons à comprendre comment aussi les nouvelles technologies et les pratiques agroécologiques peuvent compenser ces interdictions qui arrivent. Voilà, merci de votre présence et nous allons accueillir pour commencer à en discuter Kit Rieder, directrice Bonjour. des affaires publiques de Syngenta. Bonjour. Bonjour. Sophie Valade, directrice régionale sud d'Arvalis. Bonjour. Et Bernard Laïr. J'espère que je prononce bien. J'ai essayé de faire un petit effort. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour à tous. Je vais commencer par Sophie. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui les moyens de produire ? Vaste question. C'est une vaste question. Peut-être pour introduire le débat, je voulais repositionner... en tout cas au niveau de la protection des cultures, peut-être repositionner le constat. Oui. Et notamment voir que depuis quelques années, alors j'avais proposé une diapo pour montrer que depuis quelques... Alors, effectivement, c'est les diapos de Sophie Valade. Et donc, vous avez une petite zappette qui vous permettra d'avancer. C'est moi qui l'ai. Donc, je vous l'apporte. Voilà. Voilà, donc dire que en réalité, ici, sont représentées l'évolution du nombre de solutions phytopharmaceutiques sur la protection des cultures donc leur nombre depuis 15 ou 20 ans. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a effectivement une perte en France de 80 substances actives sur les 16 dernières années, et ce qui équivaut à peu près, alors ça c'est toute filière agricole confondue, végétale confondue, c'est pas uniquement sur les grandes cultures. Oui. Mais c'est pour donner le cadre quand même, et donc et ce qui représente 50% en fait des produits commerciaux que nous avions, voilà, ici ça remonte en 2008. Oui, parce que même s'il reste 300 molécules, il reste des molécules. Donc en ça, oui, il nous reste encore des solutions, et peut-être qu'on en parlera aussi, puisqu'il y a des programmes qui sont mis en place pour favoriser en fait la recherche de solutions face à la diminution des solutions phytopharmaceutiques, donc des solutions plus combinatoires. Il nous reste mais on est quand même dans une situation où on a une diminution des produits phytopharmaceutiques classiques comme on l'a connu. Ouais. Je pense que c'est important de repositionner d'avoir ces chiffres-là en tête, cette situation. Fait, oui. Et ça, c'est dû à des phases de réhomologation européenne, nationale. Donc on est dans un contexte aussi avec et puis peut-être que Syngenta pourra en parler, mais on est aussi sur des réglementations qui évoluent, avec des réhomologations qui aussi peuvent avoir des dossiers qui sont plus complexes à monter. Plus complexes à mener, en fait. Oui, voilà. C'est ça. Après, pour donner juste peut-être les chiffres sur... Il y a quand même des homologations, en fait, chaque année. Et je pense que ça, c'est important aussi de
de le montrer, c'est-à-dire qu'on a quand même des homologations substances commerciales ou des approbations qu'on dit classiques, donc c'est des produits de phytopharmacie plutôt classiques, une quinzaine par an depuis, là c'est les chiffres qui vous sont montrés, c'est assez régulier, et on a surtout une recherche importante au niveau des innovations de solutions, alors autres que, et on y viendra peut-être, des solutions plutôt de biocontrôle. De biocontrôle, oui. Voilà, donc 60 et autour de 60, 61, et on voit bien que la courbe a plutôt tendance à croître. Donc oui, il y a de la recherche, d'innovation sur la phytopharmacie. Alors, même question, Kitrider, est-ce qu'on a encore les moyens de produire et est-ce que les moyens de produire sont en péril? Donc, bon, voilà, c'est peut-être, du coup, peut-être pas, mais quelle est votre vision à vous, qui êtes au cœur de la machine, si on peut dire? C'est sûr que nous, on voit les mêmes chiffres, on voit de l'intérieur les difficultés qu'on a à maintenir des molécules sur le marché. Donc, ça va être compliqué. Maintenant, je pense que la question de savoir si on pourra continuer à produire, à protéger les cultures en 2030, la réponse, ça dépend énormément de nous, en fait. De nous, alors nous fabricants évidemment, mais nous, monde agricole. Et ce qui est certain, c'est que penser que les solutions d'aujourd'hui marcheront encore dans 5 ans, ça c'est illusoire. Alors, au passage, penser que revenir à avant-hier avec une espèce d'agriculture idéalisée, pas d'intrants, 2 hectares, une vache, 3 poules, enfin ici c'est plus des canards, ça ne marche pas non plus, c'est tout aussi absurde. Donc ce qui est certain, c'est qu'il va falloir qu'on change. En même temps, moi je suis assez confiante, parce qu'on ne le dit pas assez, mais l'agriculture, elle s'est toujours adaptée. C'est un des secteurs qui s'adapte le plus. Donc là aussi, dans la tête de nos concitoyens, on est resté un peu bloqué à Martina-la-Ferme, mais en réalité, on s'adapte. Et voilà, quand les premiers hybrides américains sont arrivés dans les années 50, c'était une révolution. Et ça a permis de complètement faire décoller la filière. Donc aujourd'hui, les hybrides, 50 ans après, c'est les céréales. C'est un peu plus long à mettre au point, mais voilà, ça va apporter des nouvelles choses. L'innovation, c'est aussi tout ce qu'on peut faire sur la cartographie des sols, et c'est aussi le biocontrôle. On pourra y revenir. Donc voilà, il y a des nouvelles choses qui s'offrent à nous. Maintenant, il faut qu'on aille les chercher. Ouais. Et vous, en tant que directrice des affaires publiques, j'imagine que le monde agricole vous demande de défendre les molécules, de défendre les produits phyto. Ouais. Donc comment vous quelle est votre position là-dessus? Ouais. C'est vrai qu'on est même challengé. Parfois, on nous dit mais qu'est-ce que vous faites? Elle disparaît tout, vous faites pas votre boulot. Si, en fait, on fait notre boulot, ça se voit pas toujours. Alors surtout les affaires publiques, voilà. Mais non, je veux dire, collectivement, chez Syngenta, une des premières choses qu'on fait, c'est effectivement défendre les molécules sur le plan réglementaire. Donc c'est vrai que, Sophie, vous disiez que les réglementations évoluent. C'est vrai que ce qui est exigé est de plus en plus complexe, etc. Et nous, on a des équipes qui bossent, qui ne baissent pas les bras, qui produisent les études, qui montent les dossiers, qui défendent des usages. Alors parfois ça ne marche pas, on a perdu le S-métolachlore, on a encore d'autres herbicides en maïs, mais en tout cas jusqu'au bout on lâche rien, et il y a quand même des fois où ça marche. Après, pour défendre une molécule aussi, parfois on est amené à être inventif et à proposer de nouvelles façons de les utiliser, parce que finalement l'objectif, c'est avant tout de réduire les impacts négatifs tout en conservant les bénéfices qui sont d'être un levier de production. Et donc, on doit être inventif, par exemple, pour proposer de l'application ciblée. On va désherber sur le rang, on va désherber en tâche. On a des technologies qu'on travaille avec des partenaires pour permettre ça. Et finalement, on va apporter peut-être un tiers de moins de matière active à l'hectare. Donc ça, pour faire passer des dossiers réglementaires, c'est capital. Mais vous allez conserver le même niveau de protection. En fait, vous ne pouvez pas être que sur le défensif, sinon vous n'êtes pas crédible, c'est ça? Non.
Clairement. Alors, il faut qu'on le fasse. Hein. On est bien tous d'accord. La boîte à outils, elle se vide plus vite qu'elle ne se remplit. Donc, on bosse aussi sur ce qu'il faut pour la remplir. On pourra y revenir. Oui. Mais oui, on défend. Et je pense qu'on est d'autant plus fort pour défendre, on va dire, la vieille chimie, qu'on est capable de montrer qu'on sait faire aussi autre chose. Et que finalement, on va passer d'une approche très protection des cultures, on était basé sur les phytos essentiellement, à une approche beaucoup plus santé des plantes, où les phytos, c'est un levier, mais avec la variété, le choix de la variété, avec des biocontrôles, avec des choses comme ça. Et plus on sera capable de montrer qu'on va dans cette direction-là, plus on sera légitime pour dire, mais attendez, on a quand même besoin des molécules, on est prêt à les utiliser différemment, et on a besoin d'intégralité. D'accord. Donc, Bernard, est-ce que vous vous y retrouvez dans ce qui vient d'être dit? Et puis, pourquoi, effectivement, il faut faire changer les pratiques? Enfin, comment, vous, en tant que président de chambre, vous voyez les choses évoluer là-dessus? Alors, si je réponds non à votre question, je vais créer un petit malaise sur le plateau. Donc, effectivement, je me retrouve dans les propos, mais... Juste avant peut-être de rentrer, comme l'ont fait les deux intervenantes, sur les solutions appropriées, quand même rappeler deux petits éléments, puisqu'aujourd'hui cette recherche de solutions est intimement liée à l'évolution du climat, que sur les deux rapports qui ont été produits par le GIEC au niveau régional à travers les rapports à Climatera, en 2015, il y avait des données qui orientaient cette évolution climatique assez renversante pour 2050. Et le même rapport en 2018 oriente les mêmes conclusions pour 2030. Donc c'est dire qu'il y a une évolution, une accélération qu'on appelle du changement climatique, que certains appellent du dérèglement climatique. Bon, je dis plutôt changement climatique et on doit s'adapter comme on l'a toujours dit, mais moi je suis confiant pour pouvoir s'adapter, c'est pas le problème. La difficulté que l'on retrouve aujourd'hui, et pour résumer, je ne pourrais pas être exhaustif, un peu ce rapport, c'est de dire que l'on passera de 4 saisons à 2 saisons. On voit ce virage effectué depuis 2020. Nous, on le ressent en tant qu'agriculteurs sur le terrain, avec des hivers plus doux, plus pluvieux, avec des étés plus secs, des événements climatiques plus violents, où on a du mal à stopper l'eau, des journées plus caniculaires, et donc peut-être pas le recul nécessaire pour avoir la génétique, la sélection variétale qui nous permet d'être pleinement opérationnels aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. L'impact des événements climatiques. Ce changement climatique, il a un deuxième effet. Avec cette modification de la saisonnalité, mais on voit qu'il y a une pression sanitaire hors du commun. Hors du commun. Et oui, c'est ça. C'est que ça vient en même temps. Et donc, on se retrouve entre la perte des molécules de la chimie et une augmentation de la pression sanitaire, que ce soit sur le végétal ou sur l'animal. Des hivers moins rigoureux, des moucherons qui circulent dans tous les sens, la FCO, la MHE, je ne vous parle pas des autres. On a 17 maladies surveillées en permanence sur le département qui sont d'importance majeure, 17 maladies, suivant les catégories d'espèces d'animaux. Donc on a effectivement cet élément-là qui pour moi est un des plus importants, événements climatiques et pression sanitaire. Et cette pression sanitaire aujourd'hui, qui est croissante, qui est presque exponentielle, parce que c'est la première fois, je dirais, où tout le territoire national, il n'y a pas un département qui n'est pas concerné par une maladie majeure, pas un seul département. Moi, en tant que producteur de semences, c'est la première année depuis 25 ans que l'on revoit la fusariose apparaître, alors que la sélection variétale nous permettait de lutter contre. C'est la première année où je vois sur mes sojas un cumul d'héliotis, de chenilles, de punaises. On avait 0 traitement. On a dû en faire 2 pour sauver la culture. Donc effectivement, cette pression sanitaire, c'est celle-là qui nous inquiète un petit peu. C'est celle-là qui nous inquiète et c'est là-dessus où le grand écart que l'on doit faire actuellement nous tire un petit peu sur les adducteurs. C'est pour cela que l'on dit qu'on est tous favorables à avancer, qu'on est tous favorables à protéger la santé des utilisateurs des molécules, mais qu'on se doit d'être réaliste et d'avoir cette transition progressive. Et ça, c'est important pour nous, de travailler avec l'INRAE, avec les instituts, avec les organisations économiques, avec les boîtes de phyto. Et c'est un peu le rôle et la mission que nous a confié l'État au Varenne de l'eau en 2021,
de dire, Chambre d'agriculture, vous devez participer pleinement à ces transitions, à cette adaptation au changement climatique, à la recherche de nouvelles molécules et aussi, on y reviendra je pense, à engager le maximum d'agriculteurs vers de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, tout en gardant à l'esprit qu'il faut que ce soit rentable et économiquement viable. Voilà, c'est ça le plus important. Donc, les chambres d'agriculture ne vont pas faire seules. Les chambres d'agriculture sont aujourd'hui positionnées comme coordonnatrices de tous les acteurs. Et ce que l'on a regardé, c'est de se dire comment on pourra amener demain les personnes à massifier, peut-être sur le modèle des groupements de développement agricole des années 60, où on a engagé... Avec une approche, enfin l'approche GI2E, c'est un peu ça aussi? L'approche GI2E, alors, il n'y a pas que les GI2E, mais c'est le modèle de petits groupes de terrain qui était engagé par le CNJA à l'époque et qui a permis de développer l'agriculture à travers les intrants, à travers les protections des plantes, pour en faire que la France soit le fleuron de l'agriculture européenne, un des fleurons de l'agriculture mondiale. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, moi je suis un petit peu inquiet. C'est pour cela, et je suis inquiet à ce sujet-là, pour l'agriculture européenne. De par les politiques qui ont été engagées, qui étaient déconnectées des supports pédoclimatiques et de ce changement climatique. Le Green Deal, c'est dans l'approche Green Deal en fait. Le Green Deal, oui, il était déconnecté parce que depuis 2020, l'Union européenne est importatrice nette de son alimentation. Elle était exportatrice nette pendant 50 ans, elle est importatrice nette depuis 2020. 2 chiffres à retenir qui m'ont frappé. 2022, l'Union européenne importe net 75 millions de tonnes d'alimentation. 2023, un an après, elle importe net 150 millions de tonnes d'alimentation. Elle a doublé sa dépendance alimentaire nette vis-à-vis des pays tiers. Et ça, c'est monstrueux. Alors certes, on continue à exporter quelques éléments, mais notre balance import-export est largement négative. Et c'est clair que effectivement, tous les débats qu'il y a eu dans le cadre du Green Deal, qui en fait remettaient en cause chaque directive, chaque règlement point par point, ont engendré des débats pendant plusieurs années. Et psychologiquement auprès des agriculteurs, je pense ça a été très dévastateur parce que tout n'a pas été mis en œuvre au final. Mais je dirais que toutes les semaines, nous en tant que journalistes, toutes les semaines, on écrivait ça va tomber, ça va tomber, et les directives nitrates, et la directive oiseaux, et la directive, toutes les directives les unes après les autres. Et effectivement, je pense que psychologiquement, ça a sans doute aussi conduit aux grandes manifestations du début d'année. Oui, mais il s'est passé quelque chose l'année dernière, avant les manifestations, qui nous a quelque part un peu rassurés, et de se dire, excusez-moi le terme, ceux qui ont un CV plus long que mon bras ont quand même parfois peut-être un peu de bon sens, et d'avoir aujourd'hui un refus du règlement sûr au niveau européen, qui était la disparition de nombreuses molécules, nous a quand même un peu rassurés. En disant, ayons un peu de bon sens. Le fait de vouloir accélérer cette transition sans solution alternative va multiplier cette dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur, qui va faire exploser les émissions de gaz à effet de serre, le transport de marchandises à travers la planète, et évidemment l'effondrement de la production alimentaire européenne. Donc il y a quand même des éléments qui tendent à nous rassurer. Heureusement qu'il y a eu 2 rapports de la Commission européenne et de l'USDA aux États-Unis qui montraient que le Green Deal, c'était moins 15% pour les uns en production alimentaire et les autres moins 20%, et qu'il fallait que l'on soit plus productif, plus vertueux, et que je pense que c'est le défi qui est devant nous. Mais moi, je suis confiant en tant qu'agriculteur. Mes pratiques ont évolué en 30 ans. On n'a pas attendu, moi j'ai pas attendu effectivement qu'il y ait un règlement européen de la nouvelle PAC qui me dise il faut que vous mettiez des couverts hivernaux sur toutes vos parcelles. On le fait depuis 1992. Et on a vu les effets bénéfiques sur la structuration du sol, sur la matière organique, sur la baisse de la pression des adventices. La baisse de la pression des adventices, qui a fait que derrière on utilisait demi-dose d'herbicides. Et ça, c'est important. Et on a réduit nos intrants. Moi, j'ai réduit de 30%, notamment avec le conflit russo-ukrainien, quand on a vu l'explosion des engrais. Voilà. Mais ce n'est pas des solutions clés en main, prêtes à porter, approuvées et éprouvées.
Ah oui. Parce que chaque année est différente. Quand vous voyez qu'il y a 2 ans, on manque d'eau et cette année, on ne sait plus où la mettre. Ben oui, bien Preuve sûr. encore aujourd'hui, avec 15% des récoltes qui ne sont toujours pas rentrées à ce jour. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut prendre en considération, faire passer à tout un chacun que le monde agricole est favorable à l'agroécologie, favorable à évoluer, si c'est économiquement rentable, et effectivement que le temps d'évolution, le temps de mutation, c'est peut-être pas le plus joli, mais de transformation, eh bien, il sera un petit peu plus long que prévu, mais c'est l'objectif, on le garde, la finalité, on la garde. Voilà. Kitrider, peut-être une réaction? Oui, je voulais abonder sur l'optimisme que vous montriez quand même sur le contexte politique européen. C'est vrai qu'on en a changé de commission européenne là pendant l'été. Et là où la boussole de la précédente, c'était le Green Deal, la boussole de la nouvelle Commission européenne, c'est la compétitivité géostratégique. Donc là, bon, ça ne veut pas dire, et d'ailleurs la commissaire Ursula von der Leyen l'a bien... Voilà, c'est ça. Voilà, elle l'a bien rappelé. Elle dit, bon, il y a quand même, on n'a pas de planète B, donc voilà, il faut qu'on continue à réduire nos impacts environnementaux. Mais comme tous les autres secteurs, comme tous les citoyens, donc ça n'a pas changé. En revanche, la façon dont on va le faire, c'est en ayant en tête qu'on ne peut plus être naïf, il faut qu'on soit compétitif, il faut qu'on soit un minimum souverain. Et donc, je pense que ça apporte un éclairage nouveau. Après, il y a un élément super important. Il faut aussi qu'on prenne conscience qu'en l'espace d'une génération, la relation au monde agricole a complètement évolué. Et en fait, alors moi je dis ça d'autant plus librement qu'au départ je venais pas du tout du monde agricole, j'ai découvert ça pendant mes études, puis bon j'ai aimé ça, j'y suis restée. Mais pour l'immense majorité de nos concitoyens, ils ne comprennent pas les conséquences de plein de fausses bonnes idées simples. Donc c'est sûr, quand on dit réduire de 50% les phytos, réduire de 50% les engrais, ça va réduire de 50% la pollution et tout le monde s'en portera mieux. Si on ne connaît pas, on achète. Donc c'est aussi hyper important que tous, on rappelle à quoi ça sert. On ne met pas des phytos pour faire plaisir aux boîtes comme Syngenta. On les met parce que sinon, ce sont les insectes ou les mauvaises herbes qui vont boulotter les cultures avant nous. Néanmoins, on fait notre boulot pour chercher des substances qui ont moins d'impact, pour les utiliser différemment, pour remplacer une partie des phytos par des biostimulants, etc., etc. Mais on est à un moment où il ne faut pas baisser la pression, mais où on peut être plus entendu qu'auparavant. Je voudrais peut-être réagir aussi à ce qu'a dit Bernard Lair. Pour nous, Institut technique, Arvalis, en fait, les challenges à relever, c'est la gestion des risques interannuels, c'est-à-dire il n'y a pas 2 années qui se ressemblent, il n'y a pas une solution qui est applicable chaque année, c'est une adaptation par les agriculteurs, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas une seule solution. Et les couverts, ça peut être une solution, mais c'est pas forcément la solution, c'est pas forcément seulement ça, etc. Et donc ça, pour nous, Institut, c'est des challenges importants. Et on le traduit comment? Alors, déjà, sur l'acte de production. Donc c'est vrai qu'on c'est notre premier objectif, produire. Et rentabilité économique pour l'agriculteur. Et donc quand on décline ça, ça va être le maintien des innovations, comment on les utilise bien, et on a travaillé depuis 20 ans par exemple ensemble, tous, je prends l'exemple du S-métolachlore, mais ça fait 20 ans qu'on travaille aussi qu'on travaillait sur comment l'utiliser bien, le préserver. Il y a d'autres produits aussi sur lesquels on travaille pour éviter que pour qu'ils puissent continuer à être utilisés. Ça va être aussi parce que les risques et les variabilités interannuelles ou pour les agriculteurs, nous on va travailler sur comment on peut, alors je sais pas si c'est de la résilience ou comment on peut faire que notre production elle puisse être moins sensible aux à-coups climatiques. Et donc c'est pour ça aussi qu'au-delà de la protection des cultures, la protection intégrée des cultures, donc il y a les leviers à mettre en œuvre sur une espèce, c'est aussi l'agroécologie, l'agriculture régénérative, on appelle ça comme on veut. En tout cas, c'est comment je valorise le sol
comme une ressource. Et donc par découvert, par peut-être des évolutions dans les rotations, dans les systèmes de culture, pour que vraiment il puisse être un matelas ou une réserve pour la culture. Donc là, c'est vraiment nos enjeux, avec quand même des résultats concrets. Ça aussi, juste après, je laisse la parole, mais avec des résultats concrets on a un projet, par exemple, qui s'appelle Cypre, qu'on a mis en œuvre sur des systèmes de culture qui sont un peu différents. On a montré... Avec une approche, là, du coup, interproduction. Interproduction. Et interinstitut, d'ailleurs. Voilà, interproduction, interinstitut, où quand même, alors, bon, on a plusieurs sites en France, mais sur certains sites, on a montré qu'au bout de 6-7 ans, on avait une augmentation de la matière organique du sol de 0,7% sur un sol en faible matière organique. Et donc ça veut dire de la minéralisation, un sol qui fonctionne mieux, ça veut dire aussi moins d'intrants. Voilà, sur la gestion des adventices, c'est pareil, on a à la fois des leviers, on regarde aussi la génétique bien sûr, et on a montré aussi que on peut, en faisant évoluer son système de culture, effectivement avoir un bout de la solution, hein, donc c'est pas non plus voilà, et qui nous permet d'utiliser moins d'intrants et de gérer des adventices. Le régras est un souci très très important. C'est devenu vraiment le souci, le problème numéro 1, si j'ai bien compris. Dans la région, quelles que soient les espèces, que ce soit de printemps ou d'automne, oui, je pense que c'est un gros souci. Peut-être pas le seul quand même, parce qu'on en a, mais on a des challenges à relever. Mais voilà. Bernard, je crois que sur cette question du sol, vous vouliez réagir. Non, c'était pour compléter, effectivement. Je lisais un peu tout à l'heure. D'une totale gestion culturelle par la chimie, on voit que depuis une vingtaine d'années, c'est pas nouveau, on souhaite se réapproprier les éléments plus agronomiques, plus en lien effectivement avec le sol, mais je le redis, avec le lien pédoclimatique, sol et climat. Quand on est sur un département où près de la côte, il tombe 2 mètres d'eau par an, et quand vous êtes à 100 km, 120 km sur le reste, c'est 66 cm, donc c'est de 1 à 3. Vous voyez qu'il y a quand même une gestion totalement large, éclectique et différenciée. Et c'est pour cela que tout à l'heure, je parlais d'amener les agriculteurs, mais de le faire par le couple filière-territoire. Produire du maïs semence à Saint-Palais, c'est pas produire du maïs semence sur la plaine du Zer, la plaine du Pont-Long. D'où la nécessité de revenir à des groupes D'où la nécessité d'avoir des organes coordonnateurs qui réunissent les agriculteurs avec le technicien de l'Institut, de la recherche, des CUMA, pour avoir effectivement un groupe d'agriculteurs, quel que soit le nombre, de le suivre 2-3 fois par an, pendant 5 ans. C'est ça l'intérêt. Et ça va demander effectivement un soutien, un accompagnement. Mais c'est ce qui s'est passé dans les années 60, où on a mené à travers les groupements de développement agricole, les GDA, et je vois l'ancien président de la Chambre d'agriculture présent, Marcel Mirande, qui ne me démentira pas, l'intérêt d'avoir amené les agriculteurs en ce sens, parce qu'on les met en confiance quand on est avec des gens avec qui on est au quotidien, avec qui on prouve que l'on peut avancer. Mais comme on vient de le dire, avant on avait un problème, une solution instantanée, ça marchait bien. J'ai une maladie, j'ai un médicament, j'avance. Là maintenant c'est beaucoup plus difficile quand on travaille en lien avec la nature et que la nature est différente d'une année sur l'autre. On sait que la solution de cette année ne peut pas être bonne l'année prochaine. Donc on a besoin de l'éprouver. C'est jamais toute chose égale par ailleurs, quoi. Tout bouge en même temps. En même temps et puis en permanence. Donc on aura plusieurs adaptations au fur et à mesure des années. On remplira notre caisse à outils. Et la solution de 2025, peut-être que ce sera la même solution en 2031, mais pas en 2026. Et c'est ça que l'on aura à l'esprit en permanence, parce que les années suivantes ne se ressembleront plus, ou ne se ressemblent déjà pas beaucoup. Et c'est ce que l'on veut commencer à faire comprendre à tout un chacun, pas uniquement aux agriculteurs, parce qu'ils sont honnêtement, dans la grande majorité déjà, dans leur tête engagés dans ce sens. Mais on veut le faire comprendre surtout à nos décideurs. Parfois aussi, on va se le dire, à des associations qui nous mettent quelques bâtons dans les roues sur des éléments très idéologistes. Et c'est aussi ce message-là que l'on veut véhiculer au quotidien pour dire on est tous là ensemble, on n'est pas à lutter contre les autres. Et quand je vois encore dans les commissions départementales
où j'interviens de temps en temps, les messages devant lesquels je suis confronté et pour lesquels je dois développer des arguments, ça m'inquiète quand même. Quand on voit que de par le climat, on a été à demander à la commission départementale d'évaluation des risques sanitaires et technologiques de décaler les dates d'implantation des couverts hivernaux, qui est noble, de décaler la gestion des effluents pour pouvoir nourrir les plantes, etc., qui est noble, parce qu'on a eu trop de pluie à un moment donné, et que l'on voit effectivement des représentants d'associations environnementales qui sont contre, parce qu'ils nous disent qu'il faut changer de modèle. Bon, à un moment donné, je veux bien, mais il faut vraiment avoir un peu de raison gardée et de se dire, quand on voit la dégringolade de notre production alimentaire, il faut que tout le monde puisse faire un morceau de chemin ensemble et de vraiment avoir cette notion, cette volonté de regarder les réalités, les arguments que l'on développe. Sinon, on sera face à des murs, face à des personnes qui ne souhaitent pas avancer. Et je crains que ce soit encore plus long que nécessaire. Et alors, du côté de Syngenta, la boîte à outils, qu'est-ce que vous avez en fait comme solution, justement? Parce qu'effectivement, vous êtes à la fois sur la génétique et on sait à quel point, dans tout ce qu'on vient d'expliquer, on compte sur la génétique. Et puis, effectivement, on parlait aussi tout à l'heure des biosolutions, où vous êtes en train de développer aussi cette partie-là de votre panoplie, on va dire. Oui, on est créatif. On est une boîte de R&D, en même temps, c'est notre boulot. Hein. Donc, dans la boîte à outils, il y a différentes composantes. Effectivement, la génétique est une composante importante. Et on va travailler un peu deux piliers. Comment on peut adapter la génétique du maïs pour l'adapter à l'évolution du changement climatique et surtout pour répondre à ce besoin de lissage dont vous parliez. On ne va pas prétendre qu'on va arriver à sortir du jour au lendemain des variétés de maïs qui sont aussi productives avec 2 fois moins d'eau ou 2 fois moins d'azote. En revanche, on commence à arriver à trouver des variétés qui vont mieux s'en sortir quand on va manquer, les années où on va manquer d'eau en été, parce qu'on en manque rarement en hiver, ou les années où l'azote n'aura pas été bien minéralisé. Donc il y a cet aspect sur la génétique du maïs. On regarde aussi la génétique des cultures, des espèces de substitution. Alors ici le maïs, ma maman est béarnaise, hein, donc je lui dis je défendrai le maïs, ne t'inquiète pas maman. Mais il y a aussi d'autres cultures dans la vie, et surtout quand on commence à parler rotation pour gérer la matière organique des sols, pour gérer les ravageurs en coupant les cycles, etc., c'est pas mal d'introduire des espèces de diversification. Et donc, nous, on est capable d'aller chercher dans notre portefeuille des espèces qui fonctionnent ailleurs et qu'on peut adapter aux conditions locales. Ça peut être du tournesol, ça peut être de l'orge hybride pour la méthanisation ou pour l'alimentation animale, ça peut être des légumes. Voilà. Donc, il y a vraiment ces deux piliers. Comment je fais évoluer la génétique du maïs et comment j'adapte la génétique d'autres espèces aux conditions locales. On regarde aussi évidemment les biosolutions au sens large. Donc il y a les biocontrôles. Donc là on va dans le contrôle des maladies. Alors en désherbage, les biocontrôles pour l'instant, personne n'a ça dans ses cartons. En revanche, contre les maladies ou les insectes, notamment en protection des semences, il y a des choses assez intéressantes qui sont en train de se développer. Et il y a également les biostimulants qui peuvent à la fois venir compléter les produits de protection des cultures, qui peuvent aussi répondre au stress climatique, qui peuvent répondre au stress hydrique. Alors là aussi, c'est pas magique, hein, ça ne permet pas d'éviter de complètement se passer de l'irrigation. Et en fait, Syngenta a racheté une société, hein, c'est ça, Valagro, c'est ça, si je ne me trompe pas. Absolument, et on vient de finir l'intégration cette année. C'est ça, donc là, vous êtes en train de vraiment développer ce champ-là, on va dire. Alors ça, c'est vraiment un nouveau champ.
Voilà, faut oser y aller parce que c'est moins. Voilà, vous parliez d'un problème, une solution. C'est vrai qu'avec les phytos, on était habitué à un problème, une solution. Les biostimulants, on arrive dans un monde un peu différent, mais on a vraiment des solutions qui permettent, par exemple, de mieux gérer un stress hydrique, de mieux gérer un stress de température, en froid ou en chaud. Et donc là, il y a vraiment des pistes hyper intéressantes à explorer. Et vous pouvez nous garantir que c'est pas de la poudre de perlimpinpin? Parce que... Non, moi je peux le garantir en tant qu'utilisateur. Voilà, c'est bien. Il y a 20 ans, on utilisait des oligo-éléments. Aujourd'hui, ces oligo-éléments, ça s'appelle des biostimulants. Voilà. Et on voit l'évolution que l'on a pu avoir sur une vingtaine d'années avec des variations. Alors, très clairement, en 2022-2023, sur le secteur, on prend des grands coups de grêle. On a utilisé des biostimulants pour essayer de faire repartir, de rebooster la plante, de cicatriser. Alors, on utilisait beaucoup des éléments à base de cuivre, et là, on a plutôt travaillé sur les oligo-éléments. On a vu des produits totalement inefficaces et des produits que j'allais presque dire magiques, où en 48 heures, on a vu la plante repartir, se refaire la santé, et ça, on apprend en marchant. Voilà, et c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire qu'on va, au fur et à mesure, arriver à constituer cette boîte à outils, cette caisse à outils avec toutes les clés qui seront nécessaires demain, et pas uniquement le marteau pour tout casser. Bon, c'est bien, hein, vous avez un défenseur. Peut-être en complément. Et utilisateur. Et utilisateur. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous disiez, c'est que... alors, il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui sont magiques. Ça peut être lié intrinsèquement au produit. Bon, c'est vrai que nous, depuis qu'on a annoncé que c'était un pilier stratégique pour l'entreprise, on est aussi démarché par beaucoup de boîtes qui viennent nous proposer des solutions. Bon, je vous disais, nous, on est une boîte de R&D, donc on commence par regarder ce qu'elles ont dans le ventre. Il y en a qu'on met de côté. Voilà, celles qu'on met en marché, c'est celles dont on a estimé qu'on est, voilà, on n'était pas, ça allait fonctionner. Mais même celles-là, une année, elles vont marcher super bien et une année, elles vont être décevantes. Parce que c'est beaucoup plus lié aux conditions pédoclimatiques que ce qu'on était habitué à travailler auparavant. Il y a Sophie peut-être avant. Ouais, oui, parce que je voulais juste dire que c'est un secteur, donc sur les biostimulants, les biosolutions, on va dire biocontrôle, biostimulants, c'est un secteur foisonnant. Et le problème, nous, qu'on rencontre, parce que nous, le métier d'Arvalis, c'est de comparer. C'est d'évaluer. C'est d'évaluer. C'est d'évaluer l'intérêt et de voir comment tel produit, comment on l'utilise, comment l'agriculteur doit l'utiliser pour qu'il soit efficace. Et c'est quand même de voir l'efficacité, parce que ce qu'on veut, c'est aussi que l'agriculteur il gagne sa vie. Hein, c'est ça, voilà, et pas l'emmener aussi dans des solutions miracles qui ne fonctionnent pas et qui seront plutôt désastreuses pour tout le monde en fait. Donc c'est un secteur qui est foisonnant, qui se structure bien sûr, parce qu'on est content nous de voir aussi que il y a pas mal de start-up, il y a que des entreprises, des plus grosses entreprises puissent travailler aussi là-dessus, parce que pour nous Arvalis, notre rêve c'est d'avoir des solutions qui fonctionnent, et donc c'est vrai que par contre la difficulté c'est le nombre de produits sur le marché qui est attesté. Nous, on n'est pas là non plus pour faire de la recherche trop amont, ni pour faire de la présélection. On est vraiment là au moment où les produits peuvent être mis sur le marché, quelques années avant, pour qu'on puisse les utiliser et dire aux agriculteurs comment les moyens de l'utiliser, et aussi de comprendre un peu quand même l'utilisation. Et pourquoi comprendre ce que font ces produits pour pouvoir après se dire tel produit fonctionne de la même façon, donc a priori oui ça va marcher, parce que sinon on va y perdre on va y passer un temps fou. Mais en tout cas c'est vous en trouvez qui sont efficaces quand même. Alors sur grande culture, je ne vais pas faire de généralité, sur grande culture tout n'est pas efficace, on espère. Après je sais pas, on peut dans des bios, même les biosolutions, on peut contre la pyrale, les oui, il y a pas, comment les phéromones, oui, voilà, ça c'est très efficace. Ça marche très bien depuis longtemps. Bien. Oui. Après, sur les biostimulants, sur le biocontrôle, c'est un peu plus cadré parce qu'on a vraiment une cible. Sur les biostimulants,
les effets ou les propriétés annoncées par les vendeurs de ces produits sont vraiment très larges, très différentes. Nous, par exemple, quand on peut travailler sur un enracinement meilleur, une absorption plus avec des faits meilleurs, c'est un peu ce que je voulais dire. Il y a l'adaptation au changement climatique, mais aussi à la plante. Parce qu'on a aujourd'hui des personnes qui sont sérieuses, et je le dis vraiment de manière objective et impartiale, qui ont une vision de long terme, qui veulent mettre le client en confiance et qui veulent vraiment trouver des solutions techniques. Et on a des boutiques, excusez-moi le terme, mais qui veulent faire un confort pécunier et un bénéfice très rapidement et qui sont prêtes à vous vendre un petit peu tout. J'en étais témoin. J'ai utilisé un produit sur grande culture à raison d'1 litre hectare et on m'a dit non, mais pour telle plante, pour l'arboriculture, notamment kiwi, c'est 5 litres. J'ai beau en mettre 10 litres, ça ne marche pas. Et donc, il faut faire attention à ces éléments-là. Et c'est là qu'on a besoin d'INRA. Et c'est là qu'on a besoin des instituts techniques. Je ne critique pas les organes économiques parce qu'il y a effectivement aujourd'hui, dans toutes les boîtes, des personnes de bonne foi qui ont des visions de long terme et qui veulent être là demain et non pas tromper le client. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en évidence parce que même si effectivement les biostimulants peuvent être une solution, je conforte vraiment ce que vient de dire Sophie. On a des effets beaucoup plus probants, ciblés et en retour rapide quand on est sur les biocontrôles en matière de phéromones ou de confusion sexuelle que sur les biostimulants. Moi, je dis, ça fait 20 ans que j'utilise et j'apprends encore aujourd'hui avec des produits qui ont évolué. Mais j'y crois pour l'avenir, Tout comme aujourd'hui, l'Ordre des médecins dit il faut que les gens s'alimentent toujours mieux pour protéger l'organe de l'intérieur, pour protéger l'être humain de l'intérieur. Mieux se nourrir, mieux se soigner avant d'utiliser un médicament. Et c'est un peu la même chose avec les plantes, à mes yeux, et c'est ce que l'on essaie de promouvoir au sein aussi, nous, de nos expérimentations au sein des chambres d'agriculture et de la coordination que l'on doit mettre en œuvre à ce sujet. Qui vient compléter effectivement tous les travaux qui peuvent être faits et par les firmes et par les instituts techniques au niveau des chambres. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Oh oui, on peut en parler très longtemps, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à vous tous. Merci je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors attendez, il y a un micro qui va arriver. Et vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Valérie Bibard à Arvalis. Ma question s'adresse à Saint-Gentin. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous recourez déjà à l'intelligence artificielle pour la mise au point de nouvelles solutions? La réponse est oui, mais je crois qu'il faut que je développe un peu. En fait, on l'utilise à différents niveaux. On l'utilise pour la conception de solutions de protection des cultures chimiques, parce qu'on n'a pas non plus abandonné la recherche sur les phytos conventionnels. Et on se sert maintenant de modélisations qui nous permettent de prédire le profil tox d'une molécule et donc d'abandonner beaucoup plus rapidement celles qui ne passeraient pas les critères. Et donc ça nous fait gagner du temps. Alors bon, ça reste toujours très très compliqué d'amener sur le marché une nouvelle molécule, mais voilà, on s'en sert par exemple pour ça. On s'en sert aussi pour des choses plus près de nous, par exemple pour reconnaître des adventices. Et ensuite être capable d'avoir des applications très très ciblées uniquement sur peut-être sur 20% de la parcelle, on va appliquer la pleine dose, mais au final on aura divisé par 5 la quantité. Donc là aussi, réduire intelligemment les quantités, c'est intelligent. Dire qu'il faut juste diviser par 2 parce que c'est comme ça nous mène nulle part. En revanche, se dire si je cible bien, je peux diminuer les volumes. Je suis toujours efficace, je protège toujours, mais j'impacte moins l'environnement. C'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on aille. Et là, l'intelligence artificielle peut nous aider dans ces choses-là. Et puis bon, on s'en sert pour plein d'autres choses, pour guider la sélection variétale. Je crois que ça fait partie des innovations dont il faut qu'on continue à s'emparer pour continuer à évoluer avec notre temps. Très bien, merci. Allez-y, rapidement. Oui, je voudrais apporter juste un petit commentaire sur l'évaluation des solutions de biocontrôle et biostimulants, parce que c'est aussi une partie de mon travail. La principale difficulté qu'on rencontre, et vous l'avez très bien exprimé, Monsieur Lahire, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus qu'auparavant sur une relation avec le pédoclimat et avec les conditions.
pédoclimatique. Et du coup, dans l'évaluation, alors nous, dans notre métier, l'évaluation, on l'anticipe. C'est-à-dire qu'on prévoit de mettre en place des essais sur telle ou telle parcelle parce qu'on ne peut pas se décider au dernier moment. Et que je vous rejoins complètement. Moi, on est sur une approche de plus en plus d'hygiène de vie, finalement, de la culture. Les commentaires que vous faisiez sur la santé, c'est exactement ça. Et bien, sur une culture en bonne santé, on pourra mettre tous les biostimulants qu'on veut, on verra pas d'effet. Quand tout va bien, on ne voit pas les effets. Et on ne peut pas anticiper sur ces problèmes-là. On ne peut pas deviner qu'il va grêler dans 4 jours. Ou dans 6 jours. Enfin, encore 4 jours, on peut. Mais quand on met un essai en place au mois d'avril, on ne sait pas qu'il va grêler au mois de juillet. Il y a un élément qu'on n'a pas beaucoup développé, on n'a pas trop le temps, c'est quand même la sélection variétale. En 30 ans, on est passé sur certaines plantes de 3 traitements à 0. Parce que la sélection variétale a permis aux plantes de pouvoir lutter naturellement, c'est ce que je disais avant. Et on le voit encore là depuis nous 3-4 ans sur certaines espèces, notamment en arboriculture, où le changement climatique a un impact monstrueux. Je dis bien monstrueux. Je prends un exemple, le kiwi. Le kiwi, une plante expressive qui poussait, qui était bien adaptée sur la vallée ici, et qui luttait naturellement contre toutes les maladies. Apparition il y a une quinzaine d'années d'une bactérie, et aujourd'hui un changement climatique a un impact direct. Je vais vous dire pourquoi. La dormance qu'il y avait autrefois pour les arbres, qui était de 4 mois, permettait aux arbres de se reposer et de repartir avec une activité normale au printemps. Aujourd'hui, la dormance, elle est de 4 semaines. Et donc, comme on a des hivers plus pluvieux, les racines, pendant 3 mois, sont toujours en activité, mais n'ont pas le végétal nécessaire pour faire la photosynthèse. Et donc, on voit les racines pourrir, alors que c'est des arbres hyper dynamiques. Solution, surgreffage de systèmes racinaires dynamiques, Z1, Bounty, etc. Et ça fonctionne, et ça fonctionne. Et j'ai donné l'exemple il y a quelques jours, quand on a pris la tempête Kirk. Je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais au mois d'août, ce n'est pas dû uniquement à l'année, hein, c'est le cumul de plusieurs années. On a vu les chênes changer de couleur. Le feuillage des chênes a changé de couleur. Et quand on a vu Kirk, moi j'étais surpris de voir le nombre d'arbres qui étaient couchés, mais sans masse racinaire, sans souche. C'était coupé net. Et on en a vu énormément de pourcentage racinaire pourri. Et je suis un petit peu inquiet à ce sujet-là, je tiens à vous le dire. Donc ça fait partie aussi d'une réflexion profonde, la sélection variétale, l'adaptation à ces fonctionnalités biologiques qui ont énormément évolué et sur lesquelles il faut qu'on s'adapte pour avoir de la pomme, du kiwi, des abricots de mer, etc. Très bien. Bon, eh ben, un sujet de réflexion. Allez, dernière réaction, parce qu'après... Juste partager en guise de conclusion une citation de Louis Bidot que j'ai découvert avant-hier, donc fondateur de la GPM, et qui disait « Méfions-nous d'être en retard d'une idée et en avance d'une crainte ». Et je trouve qu'il faut qu'on se l'affiche tous sur nos bureaux. Bon, c'était la pensée du jour. Merci à tous les 3.